Ça a l'air très simple, mais on va voir qu'il y a beaucoup de solutions qui sont accessibles au travers de ces trois thèmes. Alors, le premier thème, les placements financiers. Pourquoi les placements financiers sont intéressants pour générer des revenus et 2000 euros de revenus par mois? Parce qu'ils sont flexibles, hein, vous pouvez changer d'avis, vous pouvez changer la composition de votre capital au fur et à mesure que le temps passe. Ils sont liquides, c'est la contrepartie d'ailleurs de cette flexibilité, c'est-à-dire que si vous souhaitez vendre votre capital, vous pouvez le faire en tout ou partie. Vous pouvez le réorienter sur d'autres actifs. Et dernière caractéristique des placements financiers, quand on les choisit bien, ben, on peut avoir des placements qui distribuent. Ça tombe bien, c'est le thème de notre webinaire aujourd'hui. Et donc, quand on vit à l'étranger, et l'avantage, c'est que la distance compte pas beaucoup. Je veux dire, quand qu'on réside en France ou qu'on réside à l'étranger, le placement financier, il n'y a pas d'obstacle à constituer son épargne sous forme de placement financier quand on réside à l'étranger. C'est aussi facile que quand on réside en France, avec les contraintes qu'on peut avoir avec certains établissements, mais ça, on y reviendra après. Donc, ce sont des supports qui sont accessibles, qui sont diversifiés et qui sont adaptés aux différents niveaux de risque. Si vous ne voulez pas prendre de risque, il y a des solutions. Vous serez plutôt à 2-3% de rendement, mais il y a des solutions. Et si vous voulez un peu plus de risque, il y a aussi des solutions. Vous pouvez espérer avoir un rendement de 6 à 8% sur votre capital. Alors, on a voulu illustrer ces placements financiers au travers de quatre solutions. La première sont les actions. Alors, c'est un placement un peu iconoclaste parce que normalement, les actions, c'est plutôt pour de la valorisation du capital, pas pour la distribution des revenus. Mais Terence va nous expliquer que, mais si, ça peut aussi être pour distribuer des revenus. Deuxième type de placement financier que Terence va aborder, ce sont les obligations. C'est le placement qui vient à l'esprit le plus facilement quand on cherche à générer des revenus. On va vous proposer une solution un peu moins connue mais qui repose sur des produits structurés. Donc ça, Terence vous expliquera un peu comment ça fonctionne et comment un produit structuré peut distribuer des revenus. Et dernier type de placement qu'on va évoquer, mais on n'y pense pas non plus quand on évoque les revenus et la distribution, mais on va voir qu'avec l'assurance vie, on peut aussi constituer des solutions ayant vocation à distribuer des revenus, y compris pour les Français qui résident à l'étranger. Donc j'en ai trop dit, je vais laisser la parole à Terence, qui va nous parler, comme on l'a dit tout à l'heure, des actions de rendement. C'est ça. Donc justement, l'un des premiers investissements qui est possible pour chercher à se verser des revenus réguliers sont les actions de rendement. Donc traditionnellement, lorsqu'on parle d'actions, on a plutôt à l'esprit d'acheter des actions pour chercher à faire une plus-value sur le prix de l'action. Mais il existe en fait des actions de rendement qui en fait distribuent un dividende tous les ans. Donc ça va être plutôt des grandes entreprises croissantes, très matures, qui ont en fait un bilan financier assez solide et qui peuvent se permettre en fait de reverser une partie des revenus aux actionnaires, donc aux personnes qui détiennent une action. Donc on a mis quelques exemples sur le côté. Donc on voit par exemple de grandes sociétés comme Pfizer, Verizon ou China Mobile qui versent en fait un revenu, un dividende tous les ans qui est variable. Donc en fait celui-là va dépendre de l'année écoulée, des résultats financiers. Donc l'avantage c'est qu'en fait on a la possibilité d'acheter en fait des simples actions pour se verser un dividende beaucoup plus simplement. Et c'est ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que ces actions, elles sont liquides, c'est-à-dire que le capital reste disponible à tout moment. Il y a cette grande flexibilité, Euh, mais il y a quand même des inconvénients. Donc il faut se dire que ce dividende reste volatile. Euh, Déjà, d'une part, il y a le prix de l'action, donc c'est-à-dire qu'on reste corrélé au prix de l'action. Si demain l'action s'effondre, on perd une partie du capital. Et également, le dividende, lui, est variable également. Donc ça va dépendre de l'année. C'est pas parce que l'année d'avant, on a eu 7% de distribution que ça sera le cas l'année prochaine. On peut en avoir au même niveau plus élevé ou moins important, ou carrément aucun en fonction de l'année. Ce qu'il faut faire également attention, ça va être la devise, c'est-à-dire que ces actions, par exemple, on voit que Pfizer, c'est en dollars, China Mobile en yuan, donc la devise va faire évoluer le rendement final.
Donc, si demain vous êtes dans un autre pays, la conversion est à prendre en compte. Donc, voilà. Sachant que nos auditeurs, ils ont toujours un risque de Ouais, change à partir du moment où ils résident c'est pas dans ça. la zone euro, hein. Mm. Donc après, ça donc Après, même si vous achetiez des actions européennes, vous auriez un risque de change si votre devise quotidienne n'est mm. pas est pas l'euro. Non, mais ce qu'on pourrait ajouter, c'est que bon, Terence a insisté parce qu'il faut être clair que le rendement il n'est pas garanti, mais ce qu'il faut, ces placements sont intéressants parce que ces grandes sociétés comme celles Mm. qu'on vous a mis à l'écran, ce sont des sociétés qui réduisent très rarement leurs dividendes. Ce sont des sociétés, vous voyez, on est sur le secteur des télécoms, sur le secteur de l'énergie, sur les secteurs de la santé. Donc ce sont des secteurs qui sont matures, hein, comme le disait Terence, où globalement on n'est pas comme dans les sociétés qui doivent investir dans l'intelligence artificielle et qui sont obligées de consacrer tout le cash flow qui est généré par leur activité, toute la trésorerie qui est générée par leur activité, pour financer de nouveaux investissements et rester dans la course. Là, on est sur des sociétés qui certes investissent, mais une fois qu'elles ont investi, il leur reste pas mal d'argent à distribuer aux actionnaires. Et elles savent que pour avoir un coût du capital relativement faible pour elles, elles ont intérêt à verser beaucoup de revenus beaucoup de dividendes, pardon. Donc, il y a un risque, hein, si vous avez par exemple les sociétés automobiles européennes, elles versent des dividendes qui sont élevés, il n'est pas du tout sûr qu'ils soient pérennes, et même je parierais le contraire. Donc on vous recommanderait pas d'investir dans ces sociétés-là, mais les actions de rendement telles que celles que vous voyez, hein, mais ça peut être, il peut y en avoir d'autres, hein. Vous avez en France, vous avez Orange, vous avez des sociétés comme Engie qui rapportent du rendement. Et il n'y a pas de raison objective, sauf catastrophe, mais il n'y a pas de raison que ce rendement ait vocation à baisser. Et l'autre avantage de l'action de rendement, certes, Terence a dit si l'action baisse, bah, vous aurez du rendement, mais vous aurez perdu un peu en capital. Mais à contrario, vous pouvez aussi bénéficier de la valorisation éventuelle de l'action sous-jacente. Et sachez que les actions qui, qui versent des dividendes élevés ont la réputation démontrée mathématiquement sur une longue période d'être plus solides que les autres. Donc c'est un C'est placement vrai. qui, on n'y pense pas trop quand on cherche à générer du revenu, mais c'est un placement qui est intéressant. Alors parlez-nous des obligations maintenant, c'est le Ouais, placement bah, le plus traditionnel pour c'est générer ça. des revenus. C'est ce qui vient à l'esprit naturellement, on va dire, quand on cherche à se créer un complément de revenu ou un revenu plus régulier. Donc, à l'inverse des actions où là, on était plutôt, on rentre en capital, là, on est plutôt de l'autre côté, à l'image d'un banquier qui va prêter de l'argent. Donc là, on va plutôt prêter de l'argent à des grandes entreprises ou les États, par exemple, pour apporter un financement. Et en contrepartie, ces entreprises ou alors les États vont reverser un revenu qui va être régulier tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans. Après, ce rendement va lui dépendre en fait là de l'inflation surtout et de la politique forcément des banques centrales. Et là encore, on retrouve justement ce risque par rapport aux devises. Parce que notamment, on peut avoir des obligations, par exemple, dans les pays émergents. Là, par exemple, tout à l'heure, on avait parlé de la Chine. Ça peut être également encore le cas. On a ce risque, on va dire, en devises. On a plusieurs manières d'investir en obligations. La première, c'est celle d'investir en direct, c'est-à-dire un peu comme ce qu'on a vu pour les actions à rendement, d'acheter des obligations par exemple directement de Pfizer ou de grandes entreprises qui ont un besoin de financement. Ou alors, on a la possibilité d'investir dans des fonds qui vont, eux, en fait, investir ou qui vont regrouper en fait des centaines d'obligations. Donc ça va permettre de, bah, c'est ce qu'on va voir juste après, mais de mutualiser le risque et de réduire grandement le risque euh, en investissement dans un fonds qui va avoir des centaines d'obligations. Euh, Comme on sait qu'il y a beaucoup bah, aujourd'hui des Français qui résident à l'étranger, euh, on aime bien faire un petit point justement sur le Luxembourg, car c'est un placement ça vous permet en fait d'investir dans des comptes titres ou des assurances vie qui sont beaucoup plus adaptés pour vous, parce que fiscalement,
elles vont s'adapter à votre pays de résidence fiscale. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un pays fiscalement plus avantageux que la France, donc il y a de grandes chances, eh bien vous avez la possibilité d'investir directement au Luxembourg pour faire ces déplacements dans des actions à rendement, dans des obligations. C'est simplement que le ticket d'entrée est souvent d'au moins 100 000 euros. Alors, on a oublié un petit peu les ETF, donc c'est une Oui, c'est alternative ça. à l'investissement en OPCVM. Comment ça fonctionne un ETF? Si vous voulez un C'est quoi ETF, un il va ETF? simplement répliquer un indice de référence. Donc, par exemple, on a des indices, là, par exemple, là, je prends un ETF du style, pour que ça soit parlant, le CAC 40, qui va simplement répliquer le cours des 40 plus grandes sociétés françaises. De même, on va avoir des ETF d'obligations d'État, par exemple, qui vont répliquer le cours Enfin, qui vont de... répliquer des indices, en C'est fait. ça, ils Des vont indices répliquer ces composés des indices. principales C'est ça, obligations exactement. mondiales, européennes, en Voilà. fonction de ce qu'on choisit. Voilà, donc on parle beaucoup d'ETF en ce moment parce que les frais vont être un peu moins, beaucoup moins importants que, par exemple, sur des OPCVM. À l'inverse, en fait, ils vont répliquer entièrement les indices, donc entièrement à la hausse comme à la baisse. Donc, on a ces trois moyens d'investir. Soit on achète l'indice, soit on achète un portefeuille d'obligations qui a été sélectionné par un gérant qu'on va rémunérer pour ça, C'est ça, soit on les achète tout seul. c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Oui, voilà, donc là, c'est un peu ce que je disais juste avant. En passant justement par des fonds comme soit les ETF ou alors les OPCVM, ça va nous permettre en fait de mutualiser le risque et d'investir non pas dans une seule obligation, mais dans des centaines. Donc, en fait, même si demain, en investissant dans un fonds, on a une obligation, par exemple, qui fait défaut, et ben, la performance va être peu ou très peu impactée. Donc, c'est ça le gros avantage. On va en fait déléguer la gestion à des professionnels. Donc, ça va être des sociétés qui font que ça, qui sont spécialisées justement dans l'investissement en obligations, qui vont sélectionner des entreprises qui sont stables, qui ont un coupon, on va dire, régulier, qui ont un bilan, on va dire, ou un financier cohérent et stable. Et donc là, on a des exemples justement de fonds qui investissent dans ces obligations. Donc on va avoir des fonds comme PIMCO, ASG, Tikeo ou IVO avec leurs spécificités. Par exemple, IVO va lui être spécialisé dans les dettes d'entreprises émergentes. Donc, et on voit qu'on va avoir des rendements de l'ordre de 5 à 6% en fonction de l'objectif à chaque fois du fonds. Donc là, on voit que PIMCO, lui, il a un objectif de distribution de 7% à peu près, ce qu'il est prêt justement à prendre des risques un peu plus importants. Et ça va dépendre du profil financier de chacun. En fait, Euh, PIMCO, c'est un fonds international, donc il va aller ouais. où il va être assez opportuniste pour aller où c'est le plus intéressant. ASG Dynamic Income, c'est un fonds qui investit sur les obligations américaines. Tikeo Subfin, c'est un fonds qui investit sur des actions, des obligations émises par des banques. Et IVO Fixed Income, c'est un fonds qui investit sur des obligations émergentes. Donc on est quand même avec une recherche de rendement. Hein, et c'est pas les placements les moins risqués du marché, mais c'est les placements qui vous permettent d'espérer avoir un gain de plus de 5%. Voilà. Et sur les obligations, là, on voit aussi qu'on est sur des rendements qui sont à peu près cohérents par rapport à ceux qu'on avait vus pour les actions de rendement, hein, C'est curieusement, ça, parce que c'est ça, c'est ça. historiquement, ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, c'est quoi l'inconvénient d'investir directement dans des obligations? Alors l'inconvénient, c'est qu'on va avoir une liquidité parfois souvent un peu moins importante que en passant par des fonds ou que justement ce qu'on avait pour les actions à rendement. Donc la liquidité va être un peu moins importante et souvent on va avoir des tickets d'entrée beaucoup plus élevés pour investir directement au sein d'une entreprise. Ça va dépendre à chaque fois, mais En général, c'est 100 000 euros, non? ouais, souvent, ouais, souvent, souvent. Et en plus, quand vous achetez une obligation, il faut savoir que vous avez les règles de fonctionnement de l'obligation, elles sont décrites dans un prospectus. Le prospectus, Mm. il fait souvent 200 pages en anglais, Ouais, et c'est pas toujours, et c'est pas de l'anglais courant. Et donc, c'est pas facile pour quelqu'un qui connaît pas bien les obligations d'investir en direct dans les obligations. C'est mieux quand même de confier son argent à un gérant qui ira choisir les obligations qui correspondent le mieux
à son objectif. Il y a une chose que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Terence, c'est que quand on parle d'ETF, qui est un support qui est assez à la mode, qu'on lit souvent dans la presse financière, les ETF actions, euh, en fait, ils sont très majoritairement sur le long terme, ils rapportent plus que les OPCVM, c'est-à-dire les SICAV, entre guillemets, enfin, c'est tous ces organismes collectifs qui ont pour vocation d'acheter des actions. Pourquoi? Bah parce que quand un gérant d'actions commence l'année, comme il va facturer 2% de frais, mais ces 2% de frais, ben, les ETF, ils ne les facturent pas. Le ETF, vous allez être à 0,10 au maximum. Et on constate que les gérants, ils ont quand même du mal à rattraper, même s'ils sont très bons, ils ont du mal à rattraper ce 1,90 de handicap qu'ils ont au moment où ils commencent l'année, à la fin de l'année. Ils ont pas toujours fait mieux que l'indice de plus de 1,90%. Et sur le long terme, les ETF sont souvent plus intéressants que les placements collectifs en actions, mais j'insiste sur le fait que c'est moins vrai et beaucoup moins vrai en obligations. C'est-à-dire que les fonds que vous voyez là, comme PIMCO, comme Tikeo, IVEO par exemple, nos clients en ont pas mal, c'est des fonds qui sur la durée, ils font mieux que les indices. Même s'il y a des frais qui sont facturés, ils font mieux. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que souvent, enfin, quasiment tout le temps d'ailleurs, les frais sont moins élevés sur les OPCVM obligataires. Et la deuxième raison, c'est aussi que les marchés sont moins liquides. Donc, comme ils sont moins liquides, c'est un peu plus facile d'arriver à battre les indices parce que le prix est pas aussi instantané et aussi vrai que quand on est sur les actions. Voilà. Donc, on vous recommande plutôt d'investir sur les OPCVM obligataires et plutôt ceux que Terence a sélectionnés. Alors maintenant, on va aborder les produits structurés. Expliquez-nous déjà ce que c'est comme produit structuré et puis après ce que c'est comme produit structuré, comme vous l'avez choisi, qui s'appelle Phoenix. Oui, donc on tenait à faire un petit point sur les produits structurés, parce que c'est un produit un peu plus spécifique, mais qui plaît beaucoup en ce moment, mais qui va avoir un fonctionnement en fait un peu particulier. C'est-à-dire que c'est un produit qui va fonctionner sous condition. C'est-à-dire que il va être souvent adossé à un indice sous-jacent. Donc, et si les conditions sont réunies, il va vous verser en fait un coupon euh, de manière trimestrielle ou annuelle en fonction du produit, qui va vous permettre en fait de toucher un coupon prédéfini à l'avance si les conditions sont réunies. Donc, donc là, pour prendre l'exemple du produit Phoenix justement, euh, donc c'est un produit qui va prendre un sous-jacent par exemple sur les taux. C'est un produit qu'on avait par exemple commercialisé qui était comme sous-jacent donc le CMS 10 ans. Et donc concrètement en fait, si demain le CS 10 ans est à un niveau par exemple en dessous de 2%, eh bien on touche un coupon tous les trimestres de 3,5% par exemple. Et à l'inverse, si les conditions ne sont pas réunies et qu'on est au-dessus, là on ne touche pas ce coupon. Il y a certains produits qui vont être un peu plus spécifiques où le coupon va être mis en mémoire, c'est-à-dire que même si la première année ou la deuxième ou la troisième année, on est au-dessus du seuil et qu'on ne touche pas le coupon, si la quatrième année, on est en dessous du seuil et que les conditions sont réunies et qu'on touche le coupon, il y a un effet de mise en mémoire où l'on va toucher en fait les trois coupons des années précédentes qu'on avait loupés en quelque sorte. Donc il y a cet effet un peu de rattrapage. Sur certains produits, il y a également un remboursement anticipé qui est possible, souvent au gré de l'émetteur. C'est-à-dire que si les marchés montent, l'émetteur, lui, va avoir parfois intérêt à rappeler le produit. Donc ça, c'est l'un des inconvénients, on va dire. Mais c'est-à-dire que vous allez en fait, par exemple, la première année, toucher votre coupon et vous faire un remboursement. Donc vous aurez donc touché votre coupon, mais à l'inverse, vous aurez récupéré votre capital. Donc on va perdre la source de revenus et on va être obligé de chercher un nouvel investissement, soit de même type ou soit alternatif. Bon, tout ça est un peu compliqué, mais ce que Ouais, vous devez retenir, c'est que un produit structuré, il y en a deux sortes. Il y a les Phoenix et les Athéna, pour schématiser, hein. Les Phoenix, ils ont vocation à distribuer des coupons. Mais cette distribution, elle est conditionnelle. Il faut qu'il y ait une condition qui soit remplie. Par exemple, le produit dont avait parlé Terence,
il nécessitait que le taux de référence il soit inférieur à 3,1%. Donc, à partir du moment où il est inférieur à 3,1% tous les trimestres, le porteur du produit a droit à un coupon de 2,5%. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et si le taux de référence devient inférieur à, par exemple, 2,5%, là, le produit il est remboursé. Et vous n'avez plus la possibilité de toucher le coupon, mais vous récupérez votre capital. C'est des produits qui sont à la mode aujourd'hui parce que les taux sont un peu plus élevés qu'il y a 5-6 ans. Donc, on arrive aujourd'hui, ben, nous, le produit qu'on a construit l'an dernier,